avec nos invités Valérie Gomez-Bassac, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche du Var, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Et Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Vous êtes député à Laurent Neumann et notre grande manifestation avec prise de parole le 20 mars, puisque vous parlez de la Allez-y. Zemmour. Avec combien de militants attendus? Écoutez, la dernière fois... Où est-ce que vous voulez faire ça? Pardonnez-moi, je n'ai pas on compris. avait fait une grande marche, vous vous souvenez, qui avait fini par un immense meeting place de la République. Donc à Marseille également? Pas du tout, à Paris. Mais comme, excusez-moi. mais comme il pointait ce que fait M. Macron, ce que fait Zemmour, j'ai indiqué que le 20 mars, on renouvellera pour ceux qui avaient connu, à Paris, place de la République. Grande marche. Et on sera peut-être 20, 30 000, 40 000, pourquoi pas? Valérie Gomez-Bassac, ça veut dire quand même que les choses, en effet, sont en train de se mettre en place et que pour l'instant, c'est la crise ukrainienne qui retarde un petit peu l'officialisation de cette candidature. De toute façon, il n'y a pas eu de volonté de le dire trop tôt, de façon à bien pouvoir exercer la fin du quinquennat et en effet la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc je pense que c'était important. Maintenant, le calendrier étant, de toute façon, il n'y a pas de scoop. Il va se déclarer dans peu de temps. Bon, sur l'information, vous me l'apprenez, je ne le savais pas. Donc écoutez, moi je suis ravie. C'est pas loin. C'est pas très loin chez vous, voilà, c'est ça. Donc, vous pourrez faire un saut. Il paraît qu'il y aurait Renaud Muselier. On dit que Renaud Muselier pourrait participer à ce meeting, selon nos informations. C'est difficile de commenter, je ne vais pas me permettre de donner la position de M. Muselier. Un mot sur Marseille. On connaît l'attachement du président de la République pour cette ville. Ça vous paraît cohérent, là aussi, si c'était oui, c'est cohérent et puis c'est bien de venir dans le sud de la France et voilà, c'est un bon choix. Ça aurait pu être ailleurs également, mais c'est vrai que c'est un endroit qu'il connaît bien, qui lui tient à cœur, sur lequel il a fait beaucoup d'actions et voilà, je pense que c'est un terrain favorable. Bien. Alexis Corbière, vous avez un commentaire sur l'annonce de ce meeting, peut-être pas forcément, mais sur le calendrier choisi par le président de la République? Mais je crois que Emmanuel Macron est candidat, il a les signatures déjà, etc. Moi, la seule chose que je pense, c'est que, alors certes, il est très pris, mais c'est quoi qui me pose problème? C'est que je souhaite que le plus rapidement possible, il y ait un programme qui soit présenté aux Français. Je le dis à la fois pour lui et puis pour nous tous. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on a en tête le quinquennat qui vient d'avoir lieu. C'est une forme de signature et déjà qui annonce des choses, mais ce serait bien qu'il dise aux Français ce qu'il veut faire dans les 5 ans qui viennent. Parce que là-dessus, nous, on a des critiques qu'on puisse discuter. Et attention à ce que cette entrée tardive en campagne, je parle officiellement, c'est-à-dire avec un programme diffusé par les militants dont on puisse discuter et critiquer, plus c'est tard, plus ça rabougrit la campagne. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'un maximum de nos concitoyens viennent voter, que l'abstention, recule le plus possible. Et donc, c'est aussi par la qualité du débat politique. Vous y participez avec vos émissions, c'est-à-dire que ça discute tranquillement entre candidates et candidats, programme contre programme, et que chacun puisse se forger une opinion. Et le candidat planant, si je puis dire, qui de manière subliminale est candidat, mais n'a pas de programme, je trouve que ça abaisse un peu le niveau. Donc attention, même si on a bien compris qu'il est candidat, il y a un meeting, c'est clair, mais plus tôt il dit les choses, et plus tôt on y voit clair sur ce qu'il veut faire pour 5 ans, il veut revenir sur la réforme des retraites et la remettre sur le tapis, etc. Il veut... qu'on puisse discuter de ça. Alors, je veux pas décevoir Alexis Corbière, mais c'est une deuxième information qu'on peut vous donner ce matin. Bien sûr que le candidat Emmanuel Macron aura un programme. Il va nous dire pourquoi il est candidat et pourquoi faire. Mais attention, faut pas s'y méprendre. Le grand argument de la campagne d'Emmanuel Macron, et on peut le dire ce matin, ça va être après des années de dégagisme, dont Jean-Luc Mélenchon était l'un des théoriciens, l'idée c'est, cette fois-ci, la stabilité. 5 ans, c'est insuffisant. Pour mener à bien la transformation du pays, il faut 5 ans de plus, 10 ans. Ça va être ça le gros argument. Et je pense que ceux qui s'attendent à un programme détaillé avec des mesures techniques, etc., ils risquent d'être déçus. Il y aura des mesures... Mitterrand l'avait fait, non? Absolument. Des mesures disruptives. Pour son deuxième mandat? Absolument. Des mesures disruptives qui feront débat, qui seront dans le débat public. Mais le grand programme du candidat Emmanuel Macron, avec chaque case cochée, je crois qu'il ne faut pas... Je crois que c'est vraiment l'attente des citoyens. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de programme, on a déjà quand même fait 5 ans avec un bilan. On a vu aussi ce qu'on voulait engager, qu'on n'a pas pu engager et qu'il faudra peut-être remettre en discussion. Mais c'est surtout en effet de la stabilité. Alors, pas simplement le fait de le renouveler, mais aussi on a traversé cette crise sanitaire, cette crise économique. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Il va falloir rembourser tout ça. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir surtout que ce qui est positif perdure, c'est-à-dire la baisse du chômage, la reprise économique. Donc quoi de mieux que le même qui poursuive la politique menée. Mais vous ne trouvez pas quand même... c'est un peu court.
5-6 semaines. C'est pas le premier. Hein. À ce point-là, on est quand même dans les records. Là, hein. Déjà, je pense pas que ce soit court parce que je ne suis pas sûre que les Français aient envie tout de suite de parler de ça. Ils sortent d'une crise sanitaire, ils ont envie déjà de vivre, on recommence à ressortir et il fallait que les conditions aussi sanitaires soient là pour pouvoir faire campagne et pour tout le monde d'ailleurs. Donc moi, ça me choque pas parce que je vois que c'est maintenant que ça commence à bouger. Donc le timing, non, il n'est pas... Non mais... avec respect, bon, on voit bien que Diana Gomez-Bassac. Ah, moi je suis convaincue, oui. Bah, oui, heureusement, c'est une stratégie. C'est en gros, les Français veulent pas trop, il a autre chose à faire, on voit bien, n'en discutons pas trop. Il a autre chose à faire, oui. Oui, il a autre chose. Il doit aussi s'expliquer devant les Français. Si la stratégie, c'est de dire, écoutez, je dois régler les grandes affaires du monde, j'ai autre chose, j'ai pas le temps, c'est une manière, pardon, de ne pas pouvoir discuter, parce que vous l'avez dit, je dis, il va falloir rembourser tout cela. C'est intéressant. Parce que ça, j'aimerais savoir comment vous allez dire... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'il faut rembourser? Comment on fait rembourser aux Français? Parce que j'aimerais que votre programme, puisque vous dites, vous êtes une représentante de Monsieur Macron, donc c'est un programme de remboursement. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était un programme. Mais j'ai pas dit que c'était un programme de remboursement. Je dis simplement que sur les 5 ans à venir, il va falloir faire face à tout ce qui a été décidé durant mais comment? J'ai bien compris. Le comment, je ne sais pas. C'est pas moi qui suis candidate. Les Français. Je suis pas candidate et c'est pas ça va. J'ai pas dit non plus. J'ai pas dit non plus que ça allait peser sur les Français. Il y a aussi l'Union européenne. Il y a aussi d'autres solutions à trouver. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, je pense qu'en termes de stabilité, en effet, c'est une bonne chose parce qu'il y a eu des décisions de prise qui ont des conséquences et c'est bien que les mêmes personnes puissent amener les réponses. Précisément, madame, je ne prenais pas mal. Je veux discuter de ça. Moi. Non, mais quand je vois qu'en période, non, mais je veux dire. Je dis, ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Vous avez dit, il va falloir rembourser tout cela. Très bien. Nous, avec Jean-Luc Mélenchon, nous pensons qu'en cette période de crise, il y a des gens qui ont profité de la crise. Les dividendes qui ont traversé pour les grandes entreprises du CAC 40 sont records. Vous avez vu, on envase des chiffres spectaculaires. Je les répète à l'envi, mais enfin, les 5 personnes les plus riches de France aujourd'hui possèdent autant que 40% des Français. C'est du jamais vu. Comment on fait? Moi, j'aimerais qu'on discute de ça. Soit certains disent qu'il va falloir aujourd'hui, y compris les prêts garantis par l'État, les PGE, que les entreprises qui en ont contracté, est-ce qu'elles les remboursent? Dans quel délai? Nous avons une autre méthode. Est-ce qu'on met en place une réforme fiscale? On propose 14 tranches d'impôts pour faire en sorte que ceux qui sont les plus favorisés participent justement à cette redistribution des richesses. Nous avons mis des propositions sur les impôts. Nous disons, vous avez vu, c'est spectaculaire, mais au-delà de 12 millions d'héritage, qui est un débat qu'a posé lui-même le président de la République dans les colonnes du Parisien. Discutons de ça, c'est passionnant. Et bien sûr, la succession, on a, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que cette discussion, il faut l'avoir un peu dans le détail. Parce que si la seule chose, c'est ce que dit Laurent Neumann, qui est intéressant, en gros, si vous avez aimé la saison 1 de Macron, abonnez-vous à la saison 2. Je dis tout de même que le pays, 70% d'abstention lors des dernières élections, une violence sociale, une violence même physique qu'on voit dans la vie politique, une assise assez faible en vérité du président de la République la dernière fois qui fait 8 millions de voix au premier tour et dans les 12 ou 14, j'ai oublié le chiffre au second tour, mais il fait 20 millions au second tour, mais il y a 50 millions d'électeurs, 47 plus 4 millions qui sont pas inscrits. Et si on veut faire avancer un pays, il faut avoir une base large. Sinon, on le brutalise. Nous, on pense même qu'il faut des réformes institutionnelles. Sur l'abstention, c'est certain que ça inquiète tout le monde. Ça inquiète même le principe de la démocratie. Donc, j'espère aussi qu'il y aura plus de mobilisation. Mais je crois que c'est de notre responsabilité à tous, de convaincre les personnes. Mais en 5 semaines de campagne avec peu de programme, ça mobilise pas. J'espère pour vous que c'est pas qu'en 5 semaines que vous luttez contre l'abstention. Enfin, nous, on y travaille dessus. Enfin, moi, sur le terrain, je n'arrête pas d'essayer d'inciter, d'aller voir les élus, d'aller dans les écoles, d'essayer. Oui, mais ça en fait partie aussi. Donc si vous balayez tout à chaque fois d'un simple geste, c'est pas comme ça qu'on avancera. Maintenant sur vous parlez des dividendes, etc. Bon, vous êtes toujours sur le même registre et c'est le vôtre et je le respecte. Maintenant, oui, il y aura des choses à faire. Oui, au niveau fiscal sûrement. Oui, sur la fraude fiscale. Oui, enfin ça me fait pas peur de le dire. Maintenant, je vais pas dire ce qu'il y a dans le programme alors que je ne connais pas et je m'engagerai pas. Donc vous soutenez un candidat dont vous connaissez pas le programme. Non, mais je sais les 5 ans qui sont passés. Je sais comment il a su faire face à une crise difficile. Elab pour BFM TV, sondage publié ce matin, Laurent Neumann, Emmanuel Macron est nettement en tête. Alors on voit quand même c'est très intéressant cette enquête aujourd'hui parce qu'il y a quand même du mouvement. Marine Le Pen se détache avec 18%, c'est un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis très très longtemps. Éric Zemmour est à 13,5%. Valérie Pécresse, c'est quand même l'événement. Elle sera d'ailleurs l'invitée de Face à BFM ce soir à 20h50, présentée par Maxime Switek, 11,5% seulement. Et Jean-Luc Mélenchon, 11%. Plutôt stable, même si on voit que le candidat de la France Insoumise grignote quelques points depuis quelques semaines. Au fond, il y a une question qui se pose, mais ça, personne ne peut y répondre pour l'instant. Je vous pose quand même la question, Laurent. Est-ce qu'Emmanuel Macron, en retardant son entrée en campagne, semble évidemment
jouer de cet avantage. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de refus d'obstacle de la part du chef de l'État? Mais je vais même aller plus loin, je pense que c'est aussi une prise de risque. Oui, c'est un refus d'obstacle, absolument. Il regarde ses adversaires se déchirer depuis des semaines et des adversaires qui ne cessent d'ailleurs de réclamer l'arrivée en campagne du président. Ça l'arrange. Moi, je note effectivement que le président Emmanuel Macron, pour le moment, dans les sondages, ne bouge pas. Le socle est toujours le même, aux alentours entre 24 et 25. Voilà, 23, 24, 25%, c'est toujours le même. Il y a quand même des choses très instructives dans ce sondage. La première chose, c'est que la dynamique a changé d'âme à la droite extrême de l'échiquier politique. On parlait d'une dynamique Éric Zemmour. Vraisemblablement, la dynamique est passée du côté de Marine Le Pen. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sacré trou d'air pour Valérie Pécresse et qu'au fond, on est en train de vivre dans ce sondage l'effet retard du meeting du Zénith, avec un double problème pour Valérie Pécresse, à la fois un problème de ligne, est-ce qu'elle doit parler à l'électorat de centre-droit tenté par Emmanuel Macron ou à l'électorat de droite dure tenté vraisemblablement par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et puis il y a un troisième mouvement, un mouvement plus lent, plus subreptice si j'ose dire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon qui, sondage après sondage, gagne 1 point, 1 demi-point. Et la dynamique est aussi de son côté. Si vous ajoutez à ça, je ne veux pas parier sur l'avenir, mais que d'ici le 4 mars, une candidate comme Christiane Taubira n'a pas ses signatures, se retire, ça veut dire qu'il va y avoir 2 à 3% encore à se partager. Et on voit bien qu'il est désormais, pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon, dans la marge d'erreur, avec Valérie Pécresse et même avec Éric Zemmour. Donc c'est quand même des leçons très intéressantes de ce. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une volatilité de l'électorat qui est folle à ce niveau de calendrier. Et c'est là où on peut se demander, C'est-à-dire que moi, je regarde bien sûr l'étude d'opinion. On est, je crois, à 65% des Français qui disent qu'ils vont aller voter. Ça peut monter encore de 10 points. Sociologiquement, souvent, c'est plutôt les milieux populaires qui vont venir voter. Nous, c'est plutôt et 62% des gens qui sont sûrs de leur vote. Voilà. Donc ça laisse une marge de manœuvre considérable. Plus d'un tiers qui sont incertains. Mais là aussi, par rapport à... Je connais les analyses de M. Neumann, il disait c'est la fin du dégagisme. J'observe tout de même qu'un des éléments de cette campagne, confirmé... J'ai pas dit ça, j'ai dit que Emmanuel Macron allait jouer cette carte-là. Non, mais par ailleurs, s'il était réélu, ça montrait une forme de continuité de quelque chose. Mais ce que je voulais souligner, c'est que les grandes organisations qui ont structuré la vie politique depuis la libération, je pense à la droite traditionnelle et le PS, sont quand même dans un état qui doit être observé, qui veut dire malgré tout qu'on est dans un moment de grand bouillonnement de la vie politique. Quelque part, En Marche est une représentation de quelque chose de nouveau, des gens venus du PS, venus de la droite, ce que certains sociologues appellent une forme de bloc élitaire, qui finalement, fondamentalement, sur les grandes questions économiques et sociales se retrouve, qui fait bloc à 24%, et après une vie politique avec des choses qui émergent, dont nous continuons à faire partie. Et je souligne également, pour terminer, que Jean-Luc Mélenchon, avec les éléments que vous donnez, additionné par exemple avec ceux avec qui nous avons déjà fait campagne 2 fois, je pense à mes amis communistes. Alors je l'ai pas vu à combien il est dans le sondage, mais 4%. Fait une belle campagne à 3-4, c'est bien. 4. Alors 4, tant mieux. Additionné à Jean-Luc Mélenchon, c'est clairement les clés. Pratiquement, enfin je veux dire, dans un sondage, je veux pas m'illusionner, mais le second tour est possible. Et moi j'ai envie de faire passer ce message à ceux que ça intéresse, qui ont le cœur à gauche, écologique. C'est possible le second tour. On peut y arriver. Ah, ça vaut le coup. Bien. J'aimerais qu'on rejoigne tout de suite Mathieu Coache, qui se trouve à l'Élysée pour BFM TV, parce que la crise ukrainienne, je le disais, occupe pour l'instant l'agenda du président de la République, au point d'ailleurs, Mathieu, qu'un conseil de défense est en cours. Oui, et pourtant la diplomatie, eh bien, on peut dire que pour l'instant, elle est un peu à l'arrêt. Les contacts avec la Russie ont stoppé soudainement après les déclarations de Vladimir Poutine lundi soir. Preuve s'il en faut une. D'ailleurs, le rendez-vous entre Jean-Yves Le Drian et Sergueï Lavrov, qui devait avoir lieu vendredi à Paris, a été annulé. Les ministres des Affaires étrangères n'ont tout simplement plus rien à se dire. Alors la diplomatie, elle fonctionne, mais elle fonctionne uniquement entre alliés pour essayer de trouver des sanctions coordonnées et efficaces contre la Russie, et sans trop de dommages collatéraux si possible, notamment sur le prix du gaz. Vous savez que la Russie est un très grand exportateur de gaz, et ces fameuses sanctions, eh bien, elles pourraient nous revenir comme un boomerang et faire augmenter les prix qui sont déjà à un niveau record. C'est une des préoccupations de ce Conseil de défense ce matin à l'Elysée. Et puis l'efficacité de ces sanctions, eh bien, elle est toute relative, parce que dans cette crise, la Russie est soutenue par la Chine, qui lui permettra de résister à l'interdiction, par exemple, pour les banques russes de se financer sur le marché européen, ou
sur le marché américain. Alors la suite pour la France, la suite pour les Occidentaux, eh bien c'est un peu de regarder Poutine faire, aller ou non plus loin dans l'invasion de l'Ukraine. Personne, même ceux qui sont les mieux renseignés au gouvernement aujourd'hui, eh bien ne sait ce que Vladimir Poutine va faire. Regardez donc avec une forme d'impuissance, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle tous les pays occidentaux sont d'accord, dont la France, eh bien c'est qu'aucun d'entre eux n'interviendra militairement pour défendre l'Ukraine. Merci beaucoup Mathieu Coache en direct de l'Elysée. On le sait, Valérie Gomez-Bassac, la politique internationale, c'est pas le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Sauf que là, et il y a plein de signes qui le montrent, cette crise-là, elle inquiète beaucoup. Depuis quelques jours, on le sent, on le voit. Est-ce que c'est un risque pour le président de la République? Parce que, objectivement, on voit que les réactions sont très sévères sur l'action du chef de l'État dans cette crise. C'est considéré par beaucoup d'observateurs ou d'adversaires politiques comme un échec. Est-ce qu'il y a un risque ukrainien? Moi, je l'aurais pas abordé de ce côté-là. Je l'aurais pas abordé par rapport au chef de l'État, mais par rapport au fait que les citoyens, oui, sont inquiets, alors que d'habitude, comme vous l'avez dit, ne se préoccupent pas trop, on se préoccupe pas trop de ce qui est international. Là, oui, parce qu'il y a un risque de guerre, tout simplement. Il y a aussi des conséquences économiques qui vont pas être anodines. Donc forcément, il y a des inquiétudes. En ce qui concerne le chef de l'État, il a joué son rôle en tant que chef de l'État. Il a joué son rôle en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Il fallait tenter de désamorcer cette crise par les relations diplomatiques. Ça n'a pas fonctionné. Le président russe est revenu sur sa position. Bon, maintenant, il faut trouver d'autres solutions, et les solutions passent par les sanctions. Donc, c'est compliqué. Au niveau des opposants politiques, c'est le jeu, surtout en ce moment, de dire, voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Quand vous regardez la presse internationale, je regardais encore ce matin, tout le monde salue le travail qui est fait par Emmanuel Macron. Donc, il faut aussi voir ça avec un peu plus de hauteur. Alexis Corbière. Moi, je pense que, vous savez, nos désaccords sur des questions diplomatiques avec le président de la République, je pense qu'une des petites erreurs qu'il a fait, mais il a fait de la com pendant tout ça. Moi, je pense que les photos noir et blanc, c'est pas bien, parce que, vous voyez, où on le voyait fatigué, il a passé la nuit, même, sans doute, je doute pas qu'il l'ait peut-être fait, mais... Très esthétisante. Oui, c'était trop appuyé, et je pense qu'au bout d'un moment, même si les photos sont belles par ailleurs, ça donne le sentiment que il en profite, etc. Et en plus, le résultat à l'arrivée ne correspond pas à ce qui avait été annoncé. Bon, ça, c'est petit 1. Deuxièmement, moi, que les choses soient claires. Il y a un acte plus que problématique et même condamnable de la part de Poutine. Que nous disons, que je dis ça pour que ceux qui suivraient parfois le débat et les simplifications qui en sont faites, notre position à nous, c'est d'être ni alignés sur parfois les intérêts, notamment, on va le dire clairement, des États-Unis, mais ni alignés non plus sur ce qu'est en train de faire M. Poutine, qui prend une responsabilité quand même de bousculer, de remettre en cause les frontières dans un endroit qui, sans reprendre des références à 1914, mais est une poudrière. Et il faut rester. Et lui ne manifeste pas là-dedans du sang-froid. Donc, il faut trouver des solutions plus que jamais diplomatiques. Je trouve que votre journaliste était parfait de rappeler qu'il y a quand même un problème. Moi, je sais pas que je me prononce pas sur les sanctions, mais les sanctions qui sont annoncées risquent d'avoir peu d'effet, parce que M. Poutine s'est réorganisé depuis 2008, et notamment les différents boycotts, que ce soit monétaires, etc., auront peu d'effet. La Russie de M. Poutine s'est, rendue beaucoup plus indépendante de point de vue agricole, etc. Et il y a même des sanctions qui ont été prises sur le plan agricole qui ont sanctionné nos propres agriculteurs, et très peu M. Poutine. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais attention, ce qui est annoncé risque d'être peu efficace. Nous, on remet sur la table, une conférence des frontières, pourquoi pas, c'est ce que nous avions dit, sur un format type, entre guillemets, Normandie. Oui. Ceux qui suivent, c'est l'Allemagne, la France et les Russes, pour discuter qu'est-ce que veut M. Poutine. Pour ceux que je décrypte une nouvelle fois, il ne souhaite pas qu'aux portes de son pays, l'OTAN, qui est une alliance militaire sous domination américaine, s'installe, et cela, c'est la position traditionnelle de la France. J'ai vu que M. Hollande a fait un retour, je crois, sur vos plateaux, et il a rappelé ça quand même, M. Hollande, que et on connaît mes critiques envers M. Hollande, que jusqu'à présent, la France a toujours dit, nous comprenons la demande de la Russie qu'il n'y ait pas des bases militaires installées, notamment en Ukraine. Donc il faut comprendre, Poutine est un personnage étrange, mais il n'est pas complètement fou. Il faut essayer de décrypter ce qu'il cherche. En tout cas, cette crise ukrainienne sera l'un des thèmes de cette campagne. C'est en train de s'imposer, évidemment, ce sera le cas pour les prochains jours. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat.